Bonjour à tous, merci encore d'être venus aussi nombreux pour ce 9e Start Meetup, qui est un Start Meetup assez important puisqu'en fait c'est une préoccupation qui concerne beaucoup d'entre vous, qui concerne la levée de fonds. Donc on vous a mis vraiment des intervenants de grande qualité qui vont vous présenter tout ça aujourd'hui. Comme vous le savez, on est sur un format à chaque fois où on associe un expert, un start-upper, des personnes qui vont traverser la problématique pour vous apporter vraiment du contenu concret, utile. Je vais appeler tout de suite nos deux intervenants du jour. Donc Sophie Collard et puis Damien Couval. On peut les applaudir. Hein. Bonjour Sophie, bonjour Damien. Bonjour à tous. Damien, je te laisse la parole pour introduire ce 9e module et puis te présenter. Eh ben, ça marche. Je pense qu'on va faire un pan de galanterie. On va laisser Sophie se présenter et expliquer par ses mots finalement pourquoi elle était extrêmement compétente à être là aujourd'hui, sans vouloir mettre trop de pression, mais vraiment on est content de vous avoir. Merci beaucoup, merci de m'accueillir. Donc, je m'appelle Sophie Collard-Rodokanaki, je vis en Suisse, j'ai 23 ans d'expérience dans la finance, j'ai exercé 3 grands métiers, le premier d'auditeur financier, le second de banquier d'affaires et le troisième de banquier privé. Alors aujourd'hui, j'exerce au sein d'une structure qui s'appelle Sicambre Corporate Finance, qui a été créée à Paris il y a maintenant 7 ans par mon associé Yannick Gauthier. Et qu'est-ce qu'on fait au sein de cette structure ? On prend en charge des mandats de levée de fonds, des mandats d'achat, des mandats de vente pour des sociétés en général de taille plutôt petite et moyenne. On est 2, on fait du conseil extrêmement personnalisé, dédié. Donc, on s'attache à travailler pour des managers avec qui on a du plaisir à passer du temps et qui, si possible, ont aussi du plaisir à passer du temps avec nous. Notre marque de fabrique, c'est vraiment de nous mettre toujours aux côtés des managers, des fondateurs et d'être toujours en alignement d'intérêts avec eux et de ne pas entrer trop dans une logique un petit peu mercantile d'échange de dossiers entre les fonds, les banques d'affaires, comme ça peut se voir. C'est un petit peu notre positionnement. Merci. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Damien Couval, je travaille au Crédit Agricole, je m'occupe de la partie du financement en capital risque, donc qui va être le cœur du sujet. Je suis également doctorat en droit sur le financement de l'innovation et j'interviens à différents endroits en Franche-Comté, ce qui m'a permis de rencontrer en un an de temps pas loin de 70 startups dans la région, ce qui fait que il n'y a pas énormément plus que 70 startups dans la région. J'ai l'impression de vous avoir pratiquement tous rencontrés. Et c'est à ce titre-là, du coup, que j'interviens, non pas en tant qu'expert en capital risque, mais bien en tant que représentant, finalement, des questionnements, des écueils, des risques, vraiment que vous exprimez et que je retrouve. Et un certain nombre de manquements au raisonnement qui viennent entacher ou vous faire prendre du retard. Et l'idée, c'est le travail que vraiment on a voulu faire avec Sophie en préparant cette séance aujourd'hui, c'est de finalement vous donner les armes concrètes dans les raisonnements qui viennent retravailler finalement l'exécution de votre business, retravailler finalement le calendrier des grandes étapes que vous aviez en tête. Et je vais remettre simplement l'ordre de nos thèmes. On en a vu 8 jusqu'à maintenant qui étaient essentiellement liés au développement du business, de l'organisation, de votre structuration de projet. Et ben ce 9e thème, là, finalement, il va venir contrarier un petit peu l'expansion. Il va vous obliger à remettre de l'ordre, à remettre un peu de sens, à remettre finalement des balises et des points de passage. Et finalement, ça va être le fil rouge de notre présentation. Je vous propose qu'on commence sur réussir sa levée de fonds. Ce qu'on voulait vous dire, donc on s'exprime ici non pas en tant que représentant de fonds, vous l'avez compris, c'est-à-dire que je vais me faire votre porte-voix. Et l'intérêt d'avoir quelqu'un comme Sophie avec nous aujourd'hui, c'était essentiellement d'avoir la vision de la sortie
et notamment d'avoir quelqu'un qui parle à la fois la langue des startups d'une part, et surtout, et c'est là que ça change, quelqu'un qui parle la langue des groupes ou des plus gros fonds institutionnels qui vont travailler avec vous sur soit une prochaine levée de fonds, soit la sortie, puisque il y a beaucoup de littérature, on en retrouve, je refaisais le point ce matin, là, je suis retourné voir sur le site du Y Combinator ce qu'on pourrait retrouver sur les levées de fonds, et il y a des quantités d'articles d'une quantité, d'une qualité folle sur justement ce qu'il faut appréhender, comment le structurer, quoi mettre, etc. Et ça, vraiment, je vous invite vivement à consulter tous ces articles-là et toute cette matière. Mais il y a très peu, voire pas du tout, d'articles qui parlent de la sortie de l'investisseur, qui parlent de la sortie industrielle, qui parlent de ces enjeux-là, qui pour autant sont des problématiques et sont des enjeux à appréhender même avant la première levée de fonds. Et donc aujourd'hui, parler de ces sujets-là, pour ceux qui n'ont pas encore levé, c'est pas du tout trop tôt. Et pour ceux qui ont déjà levé, c'est pas encore trop tard, en tout cas on l'espère, parce que vous allez voir sur des enjeux de calendrier notamment et de rythme, ça va avoir des conséquences relativement importantes. D'ailleurs, une des traductions qui nous semble revenir en fait de ce manquement dans le raisonnement, c'est qu'on regrette qu'en France et en Europe, il n'y ait pas de licorne ou qu'il n'y ait pas de grosses entreprises, de start-up à l'américaine qui atteignent cette taille critique, cette grosse taille. Et notre analyse, c'est que bien souvent, de ne pas avoir assez tôt et assez bien appréhendé les enjeux de sortie de l'investisseur ou les enjeux des prochaines étapes et ce qu'il faut donc du coup avoir comme élément à démontrer à ces moments-là, font que bien souvent, soit l'entreprise meurt, ou soit elle est revendue à vil prix et on se retrouve dans des situations où, malgré une super idée, malgré un très gros marché, malgré plein d'éléments super, eh bien, l'entreprise se revend et on n'est jamais exactement sûr, quand on voit une belle revente d'une startup, si c'était voulu ou si c'était subi justement à cause de contraintes dont on va largement parler tout à l'heure. Donc c'est notre ambition. Sophie? Oui, juste là-dessus, la culture du venture capital, elle est avant tout anglo-saxonne. En fait, c'est peut-être là un de nos points faibles, je pense. Moi, j'ai découvert le venture capital et le monde du private equity au sens large à l'époque où j'ai travaillé à Londres. Et j'ai pu mesurer à ce moment-là le gap énorme qu'il y avait entre Londres, les États-Unis et les pays d'Europe continentale sur le développement de ce type d'industrie. Et donc, par définition, la connaissance qu'ont les entrepreneurs et les fondateurs de start-up des règles et des codes de ce monde-là. Et je pense qu'un des écarts qu'on constate aujourd'hui dans le développement des start-up, il vient aussi de ce problème culturel ou ce décalage. En fait, le fait qu'on soit sur des marchés qui sont peut-être un petit peu moins avancés en la matière que dans le monde anglo-saxon. Parfait. Avant de commencer et de vous expliquer la structuration de notre intervention, il y a trois grands thèmes. Quand on a préparé, on a passé beaucoup de temps avec Sophie à échanger et finalement à voir revenir des grands thèmes qu'on a structurés en trois piliers qu'on va vous présenter après. J'ai voulu qu'on reprenne un instant pour resituer ce qu'on entendait par start-up et pourquoi on le positionnait comme ça. Alors ça, c'est une définition que j'ai reprise d'Oussama Ammar de The Family, qui lui-même l'avait repris de Paul Graham, je crois, du Y Combinator. Et que je vous livre ici, que je vous soumets, on pourra en discuter. Ce qu'on veut appeler, ce qu'on va appeler start-up pendant une heure avec vous, c'est ça, une structure temporaire en quête d'un business model rentable, répétable et scalable. Je vous propose qu'on reprenne quelques secondes à chaque fois. Structure temporaire, ça entend qu'une startup n'a pas vocation à être startup toute sa vie et que, en fait, c'est une situation très inconfortable de laquelle il faut dès que possible sortir pour retrouver une assise financière et un trend de commercial qui permettent finalement de devenir dès que possible une entreprise plus posée, à forte croissance peut-être, mais moins en péril de rupture de cash qui est toujours l'enjeu. Vous savez qu'on dépose le bilan à cause d'une problématique de cash, donc ça va être le sujet majeur pendant une heure. En quête d'un business model, l'idée, effectivement, c'est là où on fait la confusion avec l'innovation, c'est qu'on essaye d'appréhender différemment un business ou de créer un business model complètement. Rentable, l'idée, c'est de rentable à terme. Donc, on peut entendre qu'effectivement, le business ne soit pas rentable immédiatement. Alors, à ce moment-là, il s'agit de discuter des étapes A, B, C et D qu'il faut franchir et de comment les franchir le plus rapidement possible. Répétable, puisqu'il ne s'agit pas de faire un coup. Et le maître mot, ce sera scalable, évidemment. Scalable, c'est
C'est-à-dire que adresser par le même business 1000 clients ou 1 million de clients, finalement, eh ben, c'est pratique. C'est ainsi fait que c'est devenu pratiquement la même chose. En termes financiers, il y a plein d'applications. Ça veut dire qu'on écrase ses coûts fixes. Ça veut dire que le coût d'acquisition client de chaque nouveau client est inférieur au précédent. Il y a plein d'enjeux comme ça. Et dans la manière dont on va raisonner les flux, ça va être primordial. Alors, il y a des débats sans fin, évidemment, sur est-ce que, quand je ne suis pas dans un schéma d'hypercroissance, est-ce que je ne suis pas quand même une start-up? Est-ce que j'ai besoin de lever des fonds? Est-ce que je ne peux pas bootstrapper, le terme consacré, c'est-à-dire progresser par ma croissance interne et puis générer mes propres revenus et m'en sortir comme ça? Il n'y a pas de remarque entre nous de valeur sur les uns et sur les autres. Simplement, on a appréhendé la start-up par la réciproque du raisonnement. C'est-à-dire que si vous adressez votre entreprise à un schéma de levée de fonds, c'est que nécessairement, vous êtes obligé de passer par un schéma d'hypercroissance. Vous voyez la nuance, c'est-à-dire que vous pouvez bootstrapper, mais à ce moment-là, vous n'êtes pas nécessairement éligible à des fonds propres par la forme d'une levée de fonds. Mais l'inverse est nécessairement vrai. Si vous allez chercher des fonds propres, c'est que nécessairement, vous êtes sur un sujet d'hypercroissance. C'est ça la startup. Il y a une confusion qui est faite très forte qu'on rencontre tout le temps, sur le fait d'imaginer qu'une startup, c'est avant tout un enjeu d'innovation. Il y a une confusion avec le terme d'abord de jeune entreprise innovante, qui a un statut fiscal en France, hein, c'est pas une définition. Une startup, c'est pas un sujet d'innovation, c'est un sujet d'hypercroissance. Souvent motivé et mu par de l'innovation, mais à titre accessoire, c'est pas le cœur du sujet. Voilà, donc c'était pour restituer le truc. C'est ça les trois grands thèmes qu'on voulait appréhender. Ça, c'est vraiment le fruit de nos discussions. L'idée pour vous, enfin pour nous, à votre service, c'est vraiment de vous offrir et de mettre sur la table en fait, des grands points d'alerte, que vous puissiez les avoir appréhendés pour vous dès que possible, et puis que ça vous donne toutes les armes en fait, au moment d'appréhender cette levée, ou si cette levée est déjà réalisée, que vous puissiez justement avoir toutes les clés pour maîtriser finalement vos rapports avec les investisseurs, et puis cheminer du mieux possible vers soit une prochaine levée, soit une revente. On va en parler tout à l'heure. Donc, effectivement, on a identifié un certain nombre d'aspects. On a essayé d'aller dans le concret. L'objet, c'est pas de vous donner un cours sur le business plan ou sur comment écrire un info mémo qui soit plus joli que celui des voisins. C'est plutôt d'aller dans des aspects très concrets qui, il nous a semblé, au travers des discussions, sont soit mal appréciés, soit sous-estimés. Et qu'on a rencontré l'un et l'autre. Alors Damien en travaillant avec beaucoup de startups, moi en travaillant sur toutes sortes de transactions de levée de fonds, de structuration financière. Et donc on a rassemblé tous ces thèmes dans trois grands chapitres. Le chapitre du momentum, le chapitre de l'entrée et de la sortie, dont Damien a un petit peu parlé au départ et qui est cher à son cœur, et le chapitre du partenariat. Parce que un des problèmes qu'on voit, c'est que la vision peut-être du fondateur ou de l'entrepreneur est un petit peu courte en se focalisant sur la levée et pas assez sur le partenariat global qu'il faut conclure avec ses investisseurs au moment où on lève et qui est peut-être même plus important. Bien. Ça vous intéresse? Eh bien, on est parti. Alors, donc, le momentum. On enchaîne sur le momentum. Sur le momentum et l'agenda de l'investisseur. Donc, une chose qu'on a constatée dans nos discussions, c'est que une fausse peut-être idée que les uns et les autres peuvent avoir à l'esprit, c'est que l'investisseur, c'est quelqu'un qui a de l'argent à dépenser, qui attend mon dossier. Mon dossier est un beau dossier, je l'ai travaillé à fond, il est plus beau que les autres, et donc, puisque mon dossier est beau, l'investisseur va le regarder avec beaucoup d'attention et j'ai toute chance d'arriver à mes fins avec mon très beau dossier. Malheureusement, c'est un mode de raisonnement qui est peut-être un petit peu court et ce que je vous propose, c'est de vous mettre un petit peu aussi dans les chaussures de l'investisseur et de voir comment lui raisonne de manière à ce que vous puissiez le cibler. Parce qu'une des clés de la réussite d'un processus de levée de fonds, c'est de cibler les gens auxquels vous vous adressez pour éviter de perdre du temps et essayer de trouver le bon deal le plus vite possible. Alors comment il raisonne cet investisseur ? D'abord, il a une stratégie d'investissement. Il gère un portefeuille et ce portefeuille, il va l'investir dans certains types de sociétés, à certains niveaux de maturité, à certains niveaux, dans certains secteurs d'activité. Donc, il faut se poser la question déjà, est-ce que mon sujet, mon dossier fit d'une manière ou d'une autre avec la stratégie de portefeuille de cet investisseur ?
Sinon, même si c'est un investisseur qui a la réputation d'investir dans des sociétés innovantes, si quelque part sa spécialité, c'est pas la vôtre, c'est pas la peine de perdre du temps avec ces gens-là. Et puis après, au contraire, est-ce qu'il est déjà exposé à mon secteur d'activité? Alors oui, c'est très bien s'il est déjà exposé à mon secteur d'activité. Maintenant, l'investisseur, il gère des risques au travers de son portefeuille. Donc s'il a déjà beaucoup investi dans votre secteur d'activité, il a peut-être une expertise, mais ce n'est pas forcément une bonne chose parce qu'il est déjà peut-être très exposé aux risques que représente votre secteur. Donc c'est peut-être pas le bon moment d'aller le voir. Il y a un autre point qui est aussi le timing dans lequel lui se trouve. C'est-à-dire que les fonds d'investissement, si on parle d'eux, parce qu'il y a d'autres acteurs évidemment, hein, les personnes physiques ou les holdings d'investissement, mais les fonds ont une durée de vie donnée. Et donc la réaction de l'investisseur sera forcément un petit peu différente si vous arrivez au début de son fonds, où le champ des possibles est encore très vaste, ou au contraire, il est en fin de période d'investissement, il a déjà beaucoup investi et il est en train de chercher des choses extrêmement spécifiques pour compléter son portefeuille, le clôturer et après entrer dans sa phase de désinvestissement. Donc il faut vraiment se poser toutes ces questions. Et il y en a une aussi qui peut-être est négligée, c'est qu'est-ce que vous apportez à l'investisseur? Qu'est-ce que le profil de votre société va apporter à l'investisseur? Parce que quand on regarde le monde de l'investissement, quand les gens comme moi qui font du conseil essayent de se faire une idée sur qui fait quoi et quelle est la valeur des uns ou des autres, on regarde, pour un fonds, on va regarder quelle est la qualité de son équipe, la composition de son équipe, et quelle est la composition de son portefeuille. Ça donne une idée de ce que font les gens et de la qualité de leur positionnement compétitif. Donc, si en plus votre société apporte un plus de par son profil à l'investisseur, si pour lui ça va faire très joli dans le paysage de pouvoir dire j'ai investi dans cette startup X qui est le hot topic du moment, c'est quand même aussi un plus. Donc voilà un petit peu toutes les questions qu'il faut se poser parce que le timing de l'investisseur est aussi important et son raisonnement stratégique est aussi important que le vôtre finalement. J'ai rencontré un exemple pour illustrer un petit peu ça récemment d'une société innovante britannique qui avait vraiment un petit peu tout pour elle, une techno protégée, un pipeline de clients très intéressant, une croissance très forte, qui est allée voir plusieurs fonds spécialisés en tech. Mais comme c'était dans le Internet of Things et que la plupart des fonds étaient déjà extrêmement investis dans ce secteur, la société n'a pas trouvé auprès de fonds institutionnels et finalement levé auprès d'investisseurs privés. Donc juste pour vous illustrer que le dossier peut être beau, mais il faut tenir compte aussi d'un certain nombre d'éléments de timing et de stratégie du côté des investisseurs. Ça me fait penser, j'ai oublié de le préciser quand on a parlé du plan. Ce qu'on a imaginé, c'est que ça soit hyper interactif et donc à la fin de chacune de nos parties, on va déjà ouvrir le temps des questions. Ce sera 5 minutes à chaque fois si vous êtes interpellé, si vous avez des besoins de précision, qu'on n'attende pas nécessairement qu'une heure passe et qu'on pose toutes les questions à la fin, qu'on puisse vraiment rentrer, que ça vous soit le plus utile. En tout cas, c'est notre ambition. Bon, on finit quand même la première partie. On a une diapositive qu'on a appelée diapositive risque et on va la retrouver, je crois, 6 fois ou 7 fois dans notre présentation. C'est risque, écueil, manquement, voilà, donc on a appelé ça risque. C'est effectivement des comportements qu'on peut trouver et qui malheureusement jouent pas pour l'entrepreneur, donc on a voulu les pointer et particulièrement celui-là alors. Celui-là qui est un gros défaut que j'ai vu souvent, notamment sur des dossiers de start-up ou de sociétés en forte croissance, c'est d'envoyer son dossier à la terre entière. Sans justement cibler, réfléchir, penser à qui on veut parler. Et ça peut avoir vraiment beaucoup de conséquences négatives. Parce que si jamais la levée de fonds est difficile, les gens s'en souviendront. Et quand on commence à faire une première levée de fonds, il faut avoir toujours éventuellement les suivantes en tête et pouvoir garder des cartouches. Et donc si vous grillez le dossier auprès de toute la population des possibles par rapport à votre activité, à votre société, que ça se passe pas forcément très très bien, pour le round numéro 2, ça va être compliqué. Donc il faut jouer un peu stratégique
et se garder des cartouches et se dire, bon, bah, il y a des gens, peut-être qu'on ira les voir dans 1 an, 2 ans, 3 ans, alors que quand on aura un peu plus grossi et que ça fera encore plus de sens. Donc vraiment, il faut réfléchir à long terme et stratégique. Donc il y avait un enjeu du moment de l'investisseur. Il y a aussi un enjeu de durée qu'on a voulu évoquer, et notamment du point de vue de notre capacité à donner de l'info le temps du deal. Oui, et puis de démarrer au bon moment aussi. Et ça, c'est aussi une chose qui m'est arrivé de voir. C'est le problème d'avoir sous-estimé le temps de la levée de fonds et d'avoir trop attendu. Et on a parfois des entrepreneurs qui viennent nous voir et qui nous disent voilà, je dois lever 3 millions, mais j'en ai besoin pendant 3 mois. Dans 3 mois, je suis dans le mur au niveau trésorerie. Ça, c'est pas forcément la meilleure façon d'engager les choses. Il faut pas perdre de vue que même si vous avez été approché et que votre société a un profil qui fait qu'il y a des gens qui vous tournent autour, qui viennent vous voir, qui veulent vous proposer des choses, ça prend du temps. Ça prend toujours du temps. Les due diligence prennent du temps. Votre temps d'entrepreneur, il est aussi limité parce qu'il faut que vous puissiez continuer à gérer votre société en même temps que vous gérez le processus de levée de fonds. Et donc, il ne faut pas se tromper, il faut prendre un petit peu de marge. En tout cas, ce serait mon conseil. Et pas démarrer trop tard quand vous avez plus d'autre choix, en fait. Parce que le risque, c'est que... Alors, vous allez peut-être arriver à faire un deal dans les 3 mois, mais ça ne sera certainement pas le meilleur parce que ce sera de toute façon un deal sous contrainte de calendrier. Donc ça, c'est une première chose sur la gestion du temps. Et puis en plus, alors, dans le choix de votre démarrage de processus, il y a une autre dimension à voir, à laquelle réfléchir, c'est essayer d'anticiper des bonnes nouvelles. Parce que le processus de levée de fonds, il y a un momentum, comme on l'a écrit, c'est une dynamique. Et donc, si vous avez en tête que vous allez avoir un certain nombre de bonnes nouvelles business à annoncer, ça va préserver la valorisation et ça va asseoir aussi votre crédibilité d'entrepreneur. Donc, l'idéal, c'est quand même de commencer à un moment où vous anticipez qu'il va y avoir un certain nombre de bonnes nouvelles. Et le mieux, évidemment, c'est qu'il y en ait plusieurs et que vous puissiez les timer. Et ça crée tout un environnement positif aussi qui vous permet d'avancer correctement avec les investisseurs. Et à contrario, si vous avez une mauvaise nouvelle, il ne faut surtout pas essayer de la cacher sous le tapis et puis faire non, c'est bon, on n'a rien vu. Il faut aller au front et puis expliquer pourquoi il y a une mauvaise nouvelle et la replacer dans le contexte positif. Parce que si vous êtes en levée de fonds, on peut considérer que vous êtes dans un contexte quand même positif, de croissance. Donc s'il y a une mauvaise nouvelle, ça arrive, vous êtes un entrepreneur responsable, vous allez voir l'investisseur et vous lui dites, voilà, on a ce point-là, mais on sait le traiter, on a telle et telle solution, etc., de manière à ce que l'investisseur ne découvre pas à travers sa due diligence quelque chose que vous n'avez pas eu le courage de lui dire ou que vous avez pensé que peut-être il ne verrait pas. Donc ça, c'est très important aussi pour le momentum du process. Et juste un petit exemple peut-être aussi sur la question du timing et du news flow. On a eu un dossier l'année dernière où, quand on nous a demandé d'intervenir, il y avait un process de levée qui avait été lancé par le dirigeant tout seul et qui avait calé. En gros, il n'arrivait pas à ses fins. On s'est assis avec lui, on a regardé et on lui a proposé d'attendre. On lui a proposé d'attendre quelques mois, le temps de sortir ses comptes, parce que c'était une société qui avait connu une phase de retournement un petit peu avant. On lui a proposé d'attendre, sortir ses comptes, et dans les 3 mois qui ont suivi la sortie des comptes, la levée de fonds a été faite aux conditions qu'il espérait. Donc il faut vraiment faire attention à ça. On enchaîne sur une carte risque. Donc finalement, l'idée c'était de l'exprimer comme ça. Et ça, on le rencontre souvent, c'est effectivement mal qualifier l'effort que représente une levée de fonds pour le dirigeant, les enjeux de durée, et les enjeux de consommation finalement du temps disponible à travailler et de la suite de la bonne marche des affaires. Exactement. J'ai rencontré régulièrement aussi des dirigeants qui me disaient bon là je vais lever un petit peu et puis dans 6 mois je recommence et puis dans 6 mois après je recommence. À chaque fois je dis mais vous allez jamais avoir, si vous faites ça, vous n'allez jamais avoir le temps de gérer votre boîte. C'est pas possible. Le dirigeant principal, le fondateur ou s'il y en a plusieurs,
sont quand même en front line si on est en période de levée de fonds. Donc il ne faut pas sous-estimer l'effort que ça va représenter. Et donc il faut le faire à un rythme qui soit pas trop resserré. Et puis encore une fois, là, bien timer le départ pour pas faire un deal sous contrainte, ça me semble un point essentiel. Et finalement, la capacité à bien appréhender le calendrier, à bien l'expliquer, on parlait de bien distiller les informations, ça démontre déjà une capacité du dirigeant à être aux manettes de son entreprise, à bien tenir les rênes et puis à donner confiance et devenir finalement dirigeant avec qui l'investisseur ou l'industriel aurait envie de travailler. Et c'est déjà un point essentiel dans la présentation qu'on ne retrouve pas dans le deck. Non, exactement. La vision, le fait d'avoir une vision, le fait de se montrer un bon pilote, c'est essentiel dans le processus de levée. Et si la stratégie, c'est juste de donner le document avec le business plan et d'espérer quelque chose à l'investisseur, ça risque de pas se passer exactement de cette façon-là. On arrive au terme de notre premier sur les 3 piliers. Est-ce qu'à ce stade, en tout cas sur les enjeux de rythme, de tempo, de durée, vous aviez des questions ou des remarques? Oui. Merci. 2 questions. Vous parlez de due diligence, je ne sais pas ce que c'est, donc j'aurais bien une petite définition. Et puis, vous parlez pas mal de timing. Vous auriez une sorte de moyenne, entre guillemets, entre le temps où une startup prend contact avec des investisseurs et le moment où il a son premier virement sur le compte bancaire. Est-ce que c'est 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an? Voilà. Merci. Alors oui, pardon pour le jargon. La due diligence, c'est tout le travail d'analyse que l'investisseur va faire de la société, parce que en général, il va pas se contenter de regarder le document que vous lui avez préparé. Il va aller regarder vos comptes, il va aller regarder si vous avez déjà des contrats. Donc en général, ce qu'on appelle la due diligence, c'est toute cette période de revue. Soit l'investisseur fait le travail lui-même, soit il délègue ça à des spécialistes, donc des auditeurs, des avocats. En général, il y a une due diligence financière sur la partie vraiment chiffres pour s'assurer que vos chiffres tiennent la route. Il y a une partie juridique pour regarder le contractuel, voir si il y a des risques dans votre société, il y a des risques parfois de litiges clients, de toutes sortes de choses. Alors après, sur les plus grosses sociétés, on voit même des audits sociaux, parce que notamment en France, on s'assure que toute la réglementation sociale touffue française est bien respectée. Donc voilà ce que c'est la due diligence. Après, en termes de durée, il n'y a pas de... Je dirais, c'est difficile de vous donner une durée standard. J'ai vu des très grosses boîtes se vendre en 3 mois. Bon, c'était en 2008, donc c'est peut-être pas à refaire. Et puis beaucoup plus petits process se faire sur 6, 12 mois. Je pense qu'il faut quand même compter en mois. Et quand vous démarrez, alors je prêche un peu pour ma paroisse, mais vous faire aider par un conseil qui a l'habitude et qui va vous donner un petit peu une idée. Ça va dépendre de la qualité de vos chiffres. Ça va dépendre de la qualité de votre pipeline commercial. Ça va dépendre aussi de la qualité de votre idée. Est-ce qu'elle est vraiment très différenciante? Il y a des choses qui se font très vite parce que stratégiquement, c'est hyper urgent de le faire pour un stratégique, voire même pour un fonds, d'être le premier à attraper une opportunité pour pas la laisser à d'autres. Donc, c'est difficile, mais il faut pas penser que les choses se font en quelques jours, en quelques semaines. Et à la fin, on va parler aussi du partenariat et des autres aspects du deal, en dehors du prix. Il y a quand même beaucoup de choses à regarder, ça se fait pas très rapidement. Oui, merci. Il faut cibler effectivement ces investisseurs. Il est où l'annuaire par métier des investisseurs? Ok, donc c'est prendre un conseil. Alors, non, je plaisante, mais je pense qu'il faut se faire aider par des gens dont c'est le métier. Alors, c'est sûr que vous allez être approché et rien ne vous empêche de poser la liste de questions à laquelle j'ai fait référence, et puis on va en aborder d'autres dans la troisième partie. Ça montre déjà que vous êtes réveillé sur le sujet et que vous comprenez que le fonds aussi, il a son agenda, et puis que vous vous posez des questions. Donc si les gens vous approchent, il ne faut pas hésiter à poser ce genre de questions,
parce que c'est pas forcément par ça qu'ils vont commencer quand ils vont vous parler. Ils vont pas vous dire à quelle phase de leur période d'investissement ils sont. Donc, mais je pense que dans des phases de levée de fonds, même initiales, c'est bien de se faire accompagner par quelqu'un qui va vous aider justement dans ce ciblage. Alors, il y a des équipes qui travaillent pas forcément comme nous et qui vont faire cet arrosage à 360 et qui vont envoyer 40, 50 dossiers dans la nature. Si c'est ça qu'on vous propose, mon conseil, attention, très attention. Est-ce qu'il est possible de séquencer l'agenda de cette levée de fonds? Ou est-ce qu'il y a des grandes étapes qu'on peut distinguer? Alors, si on le fait de manière vraiment structurée, oui, en fait, il va y avoir effectivement donc la traditionnelle préparation d'un dossier avec la description de la société, un business plan, un certain nombre de choses. Ce qu'on va faire, c'est une fois qu'on est d'accord entre le conseil et l'entrepreneur sur la liste des gens qu'on va contacter, la bonne stratégie, c'est de les contacter tous de manière concomitante, en fait. C'est un peu comme une course de chevaux. On va tous les mettre dans les stalles à niveau égal au départ et on va leur donner un cadencement. C'est-à-dire que quand on va leur envoyer le dossier, on va leur dire, ben voilà, vous avez tant de jours, semaines pour nous revenir avec une première lettre d'offre. Et dans cette lettre d'offre, on voudrait voir tel et tel et tel point, de manière à ce qu'il y ait un guide et que vous vous retrouviez à l'issue de cette première période avec des choses qui sont comparables. Parce que le gros problème qui peut se passer, c'est qu'il y a quelqu'un qui vous dit, vous voyez une première personne, il vous dit oh, moi je mettrais bien tel valo sur ta boîte, et puis un autre qui vous dit autre chose. Mais c'est pas facile de comparer. Si vous avez des offres concrètes avec un prix, des conditions, quelques idées sur à quoi pourrait ressembler le pack d'actionnaires, ça vous permet de comparer, de voir avec qui vous êtes plus confortable et de voir à qui vous donner un petit peu plus d'infos par la suite. En général, après, on va avancer avec beaucoup moins de... Même si on est parti d'une liste de 8-10 au départ, on va passer à peut-être 2-3 par la suite, avec qui on va avancer et avec qui on va entrer dans la période de due diligence, justement. L'idée étant d'aller avec les gens qui semblent les plus aptes à faire le deal et puis d'économiser votre temps aussi. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire la due diligence pour des questions de confidentialité, de temps, de coût, etc. à 10 personnes. Et puis après, on entre dans une dernière phase, une fois que ça c'est fait, une dernière phase de négociation de toute la documentation juridique du deal. Pacte d'actionnaire, management package, on va y venir tout à l'heure. Donc les grandes étapes, c'est ça, et c'est pour ça que ça prend un petit peu de temps si vous voulez le faire vraiment sérieusement. Il y a des shortcuts, mais il faut faire un petit peu attention. Excusez-moi, ouais. J'ai peut-être un peu perdu le fil. Oui, quand on n'a pas créé encore une start-up, mais en page blanche d'un projet, ça va aussi combien de temps, plus ou moins, pour lever des fonds? Moi, j'ai pas de fonds personnels. Mm-hmm. Je voudrais faire un levée de fonds, mais j'ai aucun bagage derrière moi, c'est-à-dire par rapport à ça. C'est encore plus de travail, et vu que vous parliez comme les bilans, les trucs comme ça, le petit mot en anglais, là, c'est néant derrière moi, on va dire, sur mon projet que je vais avoir dans le futur. On en parle un peu après, je propose peut-être qu'on enchaîne, mais en fait, on va répondre à la question juste après, donc c'est une transition vraiment très bonne, merci beaucoup. Mais effectivement, c'est le cas peut-être le plus délicat, c'est quand vous n'avez pas de fonds, une bonne idée. Alors c'est pour ça qu'on a dit qu'on parlait de start-up qui étaient déjà dans une certaine phase de croissance. Après, la phase vraiment d'amorçage, très souvent, elle va se faire auprès de friends and families, de business angels. Donc ça va pas être les mêmes cercles de gens. Va falloir à peu près leur présenter les mêmes choses, même si évidemment, s'il n'y a pas de substance contractuelle ou autre, évidemment, il n'y a pas de due diligence. Mais cela dit, sur la solidité de l'idée, et sur le projet, sur le potentiel,
il va falloir quand même pouvoir présenter des choses très concrètes, parce que si vous êtes à 0 de chiffre d'affaires, il faut être très très sûr de son idée et de la façon dont elle pourrait se traduire en chiffres par la suite et à quel horizon de temps. On s'arrête là pour les questions à ce stade. Hein. Évidemment, il y aura un temps de questions à la fin de l'exposé. Je propose qu'on enchaîne cette fois-ci sur les enjeux de sortie. Alors, pour moi, c'est le cœur nucléaire de la présentation, parce que c'est vraiment, dans toutes les discussions que j'ai avec les start-upers, le point qui manque à pratiquement tous les raisonnements. Et même ceux qui ont déjà levé, donc ça me semblait très important. J'étais content qu'on s'entende sur ces points, et on a beaucoup de remarques à faire. Ce que je vous propose, c'est de reprendre ce qu'on a appelé l'équation de l'investisseur, et de comprendre en 2 secondes comment réfléchit un investisseur et pourquoi ça renvoie à ce que j'ai dit en introduction. Nécessairement, vous devez avoir un projet startup qui est un projet d'hypercroissance, sans quoi vous ne résolvez pas cette équation-là. Donc, vous n'êtes pas éligible à des fonds propres par la voie d'une levée de fonds. Et du coup, ça devient un autre modèle de business il n'y a pas d'enjeu de valeur, mais simplement, ce n'est pas la même route. L'équation de l'investisseur, le concept, c'est de dire que au moment où vous vous adressez à un fonds et au moment où l'investisseur va rentrer, très logiquement, vous allez consommer plus d'argent que vous n'allez en générer. Et donc, c'est ce qu'on voit au début de la courbe. Vous allez avoir en cash flow, en flux financier, vous allez être finalement plus consommateur que générateur de flux. Et si tout va bien, dès que possible, finalement, ça va s'équilibrer un petit peu. Et c'était l'équation et c'était l'enjeu du départ. Et c'est pour ça que tout le monde est rentré dans ce schéma-là. L'idée, c'est que vous allez rentrer enfin complètement en hypercroissance et que vous allez gagner, dès que possible, beaucoup d'argent. Écraser les coûts fixes, que j'ai dit au départ, rentrer dans ce modèle de scalabilité et qui va se traduire en flux comme ça. Un investisseur, quand il rentre, l'espérance de gain, c'est combien ? Il espère faire x3 en 5 ans sur une société jeune et en hypercroissance. Donc c'est beaucoup. Je parle x3 sur son investissement. On ne parle pas forcément x3 sur la valeur de la société. Ça dépend de la structuration financière qu'il y a derrière. Mais en moyenne, c'est l'espérance de gain qu'il va avoir. Alors c'est sûr que quand il regarde son portefeuille d'investissement, l'investisseur il sait très bien qu'il y a des sociétés avec lesquelles il a de grandes chances de le faire, voire de faire mieux, parce que c'est possible. Il y a des sociétés, ce sera un petit peu plus tangent, puis il y a des sociétés, ça va juste pas être le cas. Mais voilà, on va dire que l'investisseur a quand même une calculatrice dans la tête, même si ça reste un être humain, et donc ça va être quand même ce quantum-là qui va avoir en tête. Donc c'est un niveau d'exigence élevé, mais je pense qu'il faut le voir aussi positivement. Ça va vous permettre de fixer un cap et de donner des guidelines aussi en termes de développement. Si vous avez ça en tête, si vous savez que c'est ça qu'ils cherchent, et vous aussi d'une certaine façon, si vous avez déjà levé et que vous êtes d'accord sur ce type d'objectif, ça vous fixe un cap de développement. Ça vous met aussi une saine pression dès le premier jour du deal, c'est-à-dire que c'est pas vous avez l'argent sur le compte, ouf, on a fait notre levée de fonds, on va un petit peu se reposer avant de repartir au combat. Non, c'est pour faire les x3 en 5 ans, il faut cravacher tout de suite. Donc ça a des implications en termes de momentum de développement de la société qui sont très fortes, mais qui, à mon sens, sont assez saines comparées à d'autres formes de financement dont on va vous parler juste après. Ce que je vous propose, c'est de stresser cette équation-là et vous la décaler. Imaginez, vous preniez 6 mois de retard. 6 mois de retard sur 5 ans, c'est pas délirant. Et vous voyez tout de suite, vu qu'on est sur un schéma d'exponentielle, où ça nous ramène. Et finalement, au lieu de faire x3, 6 mois de retard, on récupère sa mise ou on double sa mise si tout va bien. Et donc, l'enjeu est, quand on a réfléchi au nom Start Meetup, on a eu plusieurs idées et on était à ça d'appeler le programme Pas de temps à perdre, parce que c'est exactement la traduction en flux de ce graphe-là qu'il faut nécessairement avoir en tête. Alors, du coup, je vais revenir sur votre question, monsieur. L'idée, c'est de dire, mais c'est très bien, mais comment je fais à partir d'une idée ou au stade où j'en suis dans mon développement pour pouvoir espérer
avoir des éléments de news flow, avoir un pipe commercial, avoir un certain nombre d'éléments et d'arguments à démontrer auprès d'investisseurs pour pouvoir justement entrer dans cette séquence-là. Et il y a un temps qui est plus ou moins long en amont qui nécessite vraisemblablement une autre forme de financement. Toutes nos remarques jusqu'à maintenant, vous avez remarqué, elles ne tenaient pas compte du domaine. C'est-à-dire que entre du médical, de la recherche, de la pure tech, du mode SaaS, etc., jusque-là, il n'y avait pas d'enjeu. Et c'est cette première phase jusqu'à la levée de fonds qui, pour le coup, va être très dépendante du domaine dans lequel vous travaillez, avec des phases de développement, y a-t-il besoin de déposer des brevets, faut-il obtenir je pense aux dispositifs médicaux qui ont besoin de marquage chez eux pour pouvoir être vendus. Donc, il n'y a pas de zéro chiffre d'affaires tant qu'on n'a pas atteint ce stade-là, etc. etc. Là, il y a deux écoles. Il y a l'école très rigoriste qui consiste à dire nous n'avons pas recours à aucune forme d'argent public et nous fonctionnons seulement avec la croissance que nos clients nous donnent et voilà. Et entre guillemets, si on n'arrive pas à trouver une fréquence de résonance où il y a beaucoup de clients qui répondent, c'est que notre business il n'était pas viable et finalement autant le savoir tout de suite. Le premier module avait donner un nom à ça et ça s'appelait la culture du fail fast, c'est-à-dire quitte à ce que ça doit se planter, autant que ça plante dans les 3 mois. Finalement, on n'a pas perdu beaucoup de temps dans notre vie et puis pas encore dépensé beaucoup d'argent, donc entre guillemets, on s'en remet mieux. Et puis, il y a une deuxième culture qui consiste à dire cette phase-là, il existe un certain nombre de dispositifs publics et parapublics qui viennent finalement combler ces besoins en financement en disant je ne suis pas encore éligible à des fonds propres, je ne suis pas encore éligible à des prêts bancaires, parce qu'on pourrait parler de cet aspect-là, mais la loi contraint les banques et donc les empêche de rentrer si tôt en fait, dans le financement par du prêt. Et donc, si pas de prêt et si pas de fonds propres, comment je fais ? Et finalement, c'est là que la sphère publique a investi cet emplacement-là. Il y a des gens dont c'est le métier, il y en a quelques-uns en Franche-Comté qui sont conseils en fait et qui savent de manière tout à fait astucieuse enchasser les dispositifs les uns derrière les autres et caler finalement ces enveloppes avec les grandes phases et les grands seuils de développement de l'entreprise. Et donc ça vous permet d'acheter un certain nombre de nouveau d'arguments, de faire des démonstrations, d'acquérir ici l'accréditation, le marquage, etc. Ce qui vous permet d'un seul coup d'avoir cet argument, cette somme d'arguments, d'écrire une histoire et d'aller voir un investisseur en lui disant voilà, c'est là que j'ai envie de t'emmener et c'est en exécutant ce plan-là que j'ai commencé à exécuter, c'est là que je t'emmène et partageons ce moment-là. Le risque, c'est que ces dispositifs, vous y avez le droit qu'une seule fois. Et bien souvent, malheureusement, et ça rejoint une remarque de Sophie tout à l'heure, on se retrouve avec des problématiques de personnes qui veulent lever des fonds parce qu'il y a la rupture de cash qui n'est pas très loin devant et que ces fonds ont été consommés et qu'on a perdu un peu de temps et qu'on n'a pas réussi à transformer et à concrétiser finalement ces arguments pour pouvoir les mettre sur la table ensuite. Donc il faut faire très attention parce que dès la mobilisation du premier euro, c'est déjà la course de vitesse. D'ailleurs, l'investisseur observera très précisément ça en disant « Attendez, vous avez mis 3 ans pour faire ça ?» Bon, par rapport à mon équation des 5 ans, je ne suis pas hyper convaincu que ça va aller au rythme qu'il faudrait. Et donc, du coup, il faut aller vite pour être convaincant de sa capacité à exécuter, et il faut aller vite en disant attention, on a le droit une seule fois globalement à ces sommes-là, une fois que c'est consommé, si on veut rentrer en hypercroissance, on n'y entrera pas en réalité, parce que ni les prêts évidemment et ni les levées de fonds ne viendront faire le relais. Et en fait, c'est une histoire qui est morte d'avance, malheureusement. Et c'est juste, là, de nouveau, un enjeu de rythme. Voilà. Donc, c'est pour répondre à votre question. Le risque qu'on avait vu... Ah oui ? On l'a pas fait, le risque. Le risque, le voilà. Le fameux risque. Donc, qui est de ne pas réfléchir suffisamment à la sortie dès le départ. Ça peut paraître contre-intuitif, effectivement, de se dire, dès que je lève des fonds, je pense à comment ça va se passer à la fin. Mais c'est inhérent à la logique de l'investisseur et il faut que vous l'ayez en tête. Alors,
cette question de l'équation des x3 en 5 ans, c'est une première alerte. Mais il y a d'autres choses aussi à réfléchir concernant ce qui va se passer à la fin du process. Et donc, on va parler des options de sortie, parce qu'il faut que vous ayez les idées claires au moment de la levée de fonds sur ce que vous voulez faire ou ce que vous visez comme option de sortie. Alors, on les a classés dans un ordre, je dirais, de probabilité. Et aussi, c'est un petit peu une petite recommandation de notre part, d'une certaine façon, parce qu'il y a des sorties qui sont naturelles, et puis il y a des sorties et recommandables, puis il y a des sorties qui nous semblent un petit peu plus ésotériques ou difficiles à atteindre, comme la dernière, on va en parler. Donc, la sortie naturelle, c'est de faire des successions de levée de fonds, en tout cas pour une certaine période. Ça dépend aussi, bien évidemment, de votre projet personnel, parce que c'est vous, en tant que fondateur, qui menez la barque là-dessus. Donc, si votre idée, c'est de faire croître votre société, d'en faire vraiment une société de taille moyenne, voire grosse, eh bien, vous allez viser la succession de levée de fonds, sachant que pendant tout ce processus, votre phase d'apprentissage en matière de levée de fonds, elle ne va faire que se poursuivre, parce que la population des gens à laquelle vous vous adressez va elle-même évoluer. C'est-à-dire qu'au départ, vous travaillez avec des venture capitalistes, et puis à la fin, vous travaillez avec des fonds LBO et vous mettez en place une ingénierie financière beaucoup plus complexe, avec de la dette, avec toutes sortes de choses. Donc, ça peut être une façon de voir les choses. Il faut structurer la société en conséquence, on le verra après, mais c'est la plupart du temps quand même la voie prédominante. La deuxième voie, c'est la cession à un tiers, en général la cession qu'on appelle stratégique. Donc elle a de stratégique et d'intéressant aussi la prime stratégique que l'investisseur va normalement payer, parce que s'il vient chercher votre société, c'est qu'elle a un intérêt pour lui, donc ça va se traduire dans le prix. Par contre, il faut être bien clair dans votre tête sur quel est votre projet à vous, à titre personnel, parce que est-ce que vous êtes prêt à devenir le dirigeant d'une filiale, donc de manière implicite salarié d'un grand groupe ou d'un plus gros groupe, ou est-ce que c'est pas du tout votre tasse de thé, vous vous sentez entrepreneur dans l'âme, vous voulez entreprendre plus loin, auquel cas il faut organiser votre société pour qu'une succession ou une période de transition puisse se faire, de manière à ce que vous puissiez ne pas perdre de valeur au passage et reprendre votre liberté dans un délai de temps qui soit le bon pour vous. Donc la cession stratégique, c'est bien, mais attention à ce que ça implique pour vous à titre personnel. La sortie partielle par la dette, alors là on est un peu plus dans l'ingénierie financière, mais disons que si votre société a une belle croissance et qu'elle génère du cash flow, vous pouvez, et que tout se passe bien, vous pouvez aussi espérer racheter vos investisseurs de la première levée de fonds en finançant ça par de la dette et en reprenant le contrôle du capital. Donc ça concerne déjà un petit peu moins de monde et un petit peu moins, ça se voit un petit peu moins, mais ça peut être aussi une chose que vous avez en tête. Voilà, si vous avez une croissance qui se déroule très très bien et des cash flows, vous n'êtes pas, entre guillemets, condamné à la levée de fonds éternelle avec des gens à votre capital. Vous pouvez aussi faire des deals sans fonds ou avec des fonds de dette, et donc reprendre totalement le contrôle de la société. Ça peut être une option. Et la dernière, alors là, c'est l'IPO. Donc là, on touche un petit peu au mythe. Alors, Initial Public Offering, c'est oui, l'introduction en bourse. Dites-moi quand je jargonne trop. Donc là, bon, je pense que c'est très peu de cas en Europe, pour rejoindre ce que disait Damien au début. Ça peut être un petit peu le rêve, mais en même temps, ça peut être aussi un petit peu le cauchemar, parce qu'à partir du moment où votre société elle est exposée au marché, exposée aux fluctuations, on va dire caractérielles des marchés, en termes de valorisation, c'est pas forcément hyper confortable. Il y a un certain nombre de conséquences en termes de réglementaire aussi, où la société doit de ce fait respecter de grand nombre de contraintes nouvelles. Donc ça a des conséquences en termes de coûts, en termes de staff. Donc l'IPO, c'est bien, c'est une bonne idée, mais ça concerne vraiment très très peu de cas. Et il faut que la société ait énormément cru pour qu'elle puisse encaisser le choc.
Au mieux, dans mon expérience passée, au mieux, ce que j'ai vu, c'est utiliser l'IPO dans un processus de cession d'une société, alors je vais encore jargonner, ce qu'on appelle en dual track, c'est-à-dire dire aux gens au départ, voilà, on est en train de vendre cette société, mais peut-être que ça va partir en stratégique, peut-être que ça va partir en IPO, et on prépare les deux. C'est très rare qu'on finisse sur la solution IPO, extrêmement rare. En tout cas, ce qu'on voulait que vous reteniez, c'est que des solutions de sortie, si un investisseur rentre, il va sortir. Et donc, des solutions de sortie, vous remarquez, il n'y en a pas 50. Il y en a 4, dont 2 très invraisemblables. Et donc, du coup, il vous reste la première ou la deuxième, et c'est quand même assez intéressant pour vous de savoir ce que vous voulez faire. Est-ce que vous vous organisez, parce qu'on va le voir après, c'est pas la même organisation du tout. Est-ce que vous organisez en vue de succéder à un certain nombre de levées de fonds, ou est-ce que vous organisez en vue de céder l'entreprise à un tiers? Et là, tout ce qu'on dit, c'est dans un scénario où c'est vous qui avez ça en tête, qui poussez le wagon. Et l'écueil, c'est de se rendre compte trop tard que finalement le choix, c'est soit l'un, soit l'autre, si l'entreprise n'est pas morte. Et donc à ce moment-là, c'est ce que je disais en introduction, vous vous retrouvez contraint de céder l'entreprise, et c'est le grand drame en Europe d'avoir des super entreprises, des entrepreneurs, des belles idées, qui finalement se retrouvent, des projets qui seront vendus à vil prix ou qui n'ont pas connu le développement qu'on aurait pu imaginer pour eux. Et malheureusement, c'est bien souvent parce que cette équation de l'investisseur et cet enjeu de sortie n'est pas appréhendé dès le départ. Et c'est pour ça que vraiment on insiste un peu là-dessus, et on voudrait vraiment que vous l'ayez en tête et que vous repartiez avec, parce que dans l'exécution, ça change plein de choses. Alors, dans le jargon startup, on appelle ça aussi le mythe d'Achille. Vous l'avez peut-être déjà rencontré, ce terme, le mythe d'Achille. Pourquoi? Parce que la mère d'Achille lui offre un choix. Elle lui dit, soit, en gros, tu as une vie heureuse, du coup, une vie heureuse, et puis voilà, tu meurs et c'est bien comme ça. Ou alors, tu as une vie glorieuse et ton nom sera retenu pendant des siècles. Et du point de vue de la start-up, le profil entrepreneur, en fait, c'est un choix qu'il faut faire dès le départ, et il faut vous entendre avec vos associés, être sûr que vous soyez bien en phase en fait sur ce choix-là. Soit vous faites une entreprise vous dites, j'en rencontre plein des gens en disant je suis ingénieur techos, machin, je résous un problème, ça me plaît bien, c'est super, je l'ai fait, j'ai abouti, j'ai envie de céder l'entreprise. Et voilà, et c'était une aventure pendant 3 ans, 5 ans. Vraiment, j'ai pris mon pied, mais la structuration d'un groupe de 200 personnes, c'est pas du tout mon truc, donc je vends, voilà, et j'ai été très heureux. Soit vous dites, je cherche la gloire, et l'enjeu, c'est de devenir un leader européen. Et à ce moment-là, c'est admis, et à partir de là, vous allez voir, c'est pas du tout la même structuration d'entreprise, la même structuration de levée de fonds, la même structuration de votre équipe, la manière dont vous allez gérer l'ouverture ou non de votre capital, alors à des fonds, mais aussi à d'autres associés qui vont venir compléter votre profil justement de board et agglutiner un certain nombre de compétences clés autour de votre projet. C'est fondamental. Et c'est fondamental dès le départ. Et bien souvent, c'est pas clair pour les entrepreneurs que je rencontre. Et je m'aperçois que c'est pas en phase avec entre les associés. Ce qui est un vrai, enfin, à un moment ou à un autre, ça va poser un problème. Du coup, l'idée, c'est, oui. Du coup, l'idée derrière ça, c'est-à-dire que finalement, dans les KPIs, donc les métriques clés que vous allez justement piloter au niveau de votre entreprise derrière et de votre projet, eh bien, ce ne sera pas du tout les mêmes. Si vous dites, il faut que j'achète des arguments en vue d'aller séduire telle nature de fonds, eh bien, en fait, vous reprenez le raisonnement à l'envers et vous recréez justement, dans un laps de temps le plus court possible, eh bien, ces arguments auxquels vous savez que le fonds sera sensible. Si vous dites, ben, finalement, je pars en vue d'une session, eh bien, on va traiter différemment les choses. On va peut-être surstaffer l'entreprise. On va peut-être déposer un brevet là où on ne l'aurait pas nécessairement posé, parce que, vous savez, vous avez peu de ressources en cash à ce moment-là. C'est une discussion qu'on avait lors d'un précédent Start Meetup. À quel moment je dépose un brevet? Est-ce que c'est forcément clé? Est-ce que c'est forcément obligatoire de le faire? Est-ce que j'ai besoin de mettre 50 000 euros dans une étude d'antériorité, dans un dépôt en tant que tel, dans le maintien ou l'extension de ma propriété intellectuelle sur plusieurs
plusieurs pays. Est-ce que j'ai vraiment besoin de le faire dans l'idée où je veux occuper toute la place et puis aller le plus vite possible? Est-ce que je n'ai pas meilleur temps de mobiliser ce cash-là et d'avancer comme ça? Ou est-ce que finalement, je veux acheter les arguments en vue d'une revente à un groupe, et je sais que lui sera sensible au fait que justement il y a des actifs brevets dedans, et à ce moment-là ça devient stratégique d'acheter. Et vous voyez, de trancher, c'est 50 000 à gauche ou c'est 50 000 à droite, quoi. C'est plus la même discussion. C'est exactement le cas. Ça me fait penser à un exemple de société avec laquelle on est en discussion en ce moment, une société suisse qui est on va dire dans le big data processing, et qui a reçu des approches de stratégiques et qui potentiellement va se vendre à un très bon prix. Et là, on est typiquement dans le cas dans lequel les fondateurs disent ça fait 10 ans qu'on travaille dessus, on se sent pas du tout l'âme de salarié d'un grand groupe, on a envie de faire autre chose. Donc on a déjà depuis 6-12 mois organisé notre succession, surstaffé un petit peu la boîte, quitte à ce que ça abîme sa rentabilité. Laisser la bride sur le coup aux gens de la boîte, notamment sur la partie commerciale, de manière à ce qu'on puisse montrer aux acquéreurs stratégiques le jour où ils vont venir que la boîte, elle tourne sans nous facilement, et que le contrat d'accompagnement qu'on aura peut-être à conclure avec l'acheteur, il soit le plus court possible, de manière à ce que nous, on puisse aller faire autre chose par la suite. Donc ça, c'est typiquement le cas de gens qui ont extrêmement bien planifié la chose, qui ont un projet très clair, qui savent ce qu'ils veulent. Par ailleurs aussi, ils ont breveté un certain nombre de choses. Enfin, je dirais que la façon dont ils ont traité leurs KPIs, je trouve, a été très très sage et très avertie, de manière à ce que sur la prochaine transaction, ils obtiennent et un bon prix pour la société et une liberté à relativement court terme pour eux. Voilà, on arrive au terme de ce deuxième pilier sur 3. Enfin, vous l'avez compris, vraiment, si on voulait que vous ne reteniez qu'une chose de cette séance, c'est ça, quoi. C'est vraiment appréhender la sortie dès le départ, et mettez-vous au clair entre vous sur un scénario finalement de grande expansion ou de revente, et puis mettez-vous au clair entre vous, parce que dans l'exécution, ça va changer dramatiquement à la fois le tempo, l'usage de votre cash, et voilà, et c'est ce qui fait que, enfin, vraiment, je reviens, je l'ai dit en intro, mais le côté cession de start-up, c'est vraiment l'expression du manque, justement, de l'appréhension de cette problématique-là. Voilà. Parce que vous avez des réactions et des questions, parce que j'aimerais bien vous entendre, là, pour le coup. Merci pour ces indications et ces informations. J'ai juste 2 commentaires, pas de vraies questions. Là, vous parlez à chaque fois d'une sortie à 5 ans. Je dirais que ça dépend des fonds. Enfin, si vous avez des fonds de grands groupes, par exemple, ils n'ont pas de volonté de sortie à court terme. Donc, juste dans l'approche, c'est peut-être aussi intéressant d'aller voir quel fonds peut être... parce que vous avez les fonds qui sortent entre 5 et 7, et là, effectivement, vous avez cette pression derrière. Et puis, il y a tout un tas d'autres gens qui ne veulent pas forcément sortir, voire des fois pas forcément énormément intervenir dans la structuration ou dans le pilotage de la société. Et donc, c'est aussi un scénario à envisager en avance pour voir où, puisque dans la stratégie à long terme. Alors vous êtes en totale anticipation du prochain slide. Pour moi. Mais c'est très bien, ça prouve que ça résonne ce qu'on dit. C'est effectivement le dernier pan qu'on va aborder, c'est cette question du partenariat, et au-delà du ciblage, etc. Quels gens vous voulez vraiment avoir à vos côtés, et quel type de partenariat, actif, passif, long terme, court terme, etc. vous voulez mettre en place. C'est vraiment la dernière pièce du puzzle, et après ça se traduit dans tous les autres aspects du deal. Mais vous avez totalement raison. En fait, dans le champ des possibles, vous avez des gens qui vont vouloir faire tourner les portefeuilles très vite. Il y a de plus en plus aussi aujourd'hui de holdings d'investissement, souvent à capital familial derrière, qui se développent et qui font aussi un peu de venture, et qui ont la capacité de vous accorder un temps plus long. Il y a aussi des entrepreneurs qui ont connu de grands succès avant, qui font ça et qui font ça très bien, mais qui vont prendre des positions à votre board bien, pas bien, à voir. Donc il y a effectivement plein de solutions différentes. Je dirais, il y a la question générale du fonds, qui est probablement celle qui va se poser à vous le plus souvent.
Mais effectivement, il y a toute une typologie derrière qu'il faut bien regarder. D'accord. Et juste un deuxième commentaire sur les IPO. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, enfin, je vous rejoins, mais sur la quantité d'IPO et sur la facilité des IPO, en fait, la bourse s'est quand même bien restructurée là, assez récemment, notamment sur le troisième marché sur Euronext, où ils ont un peu mieux calé les choses. Et puis, l'envie qu'ils ont, c'est vraiment que les gens viennent faire des IPO pour arriver à ressembler un petit peu aux Américains, même si on en est extrêmement loin. Mais je pense que c'est de plus en plus facile de faire des IPO et on voit des IPO de plus en plus, je dirais, sur des sociétés qui ne sont pas forcément ce qu'elles pouvaient être il y a quelques années. Et donc peut-être aussi encourager, alors évidemment ça dépend de la structuration de la société, de la taille de la société, mais peut-être encourager aussi un peu les gens à aller vers les IPO parce que c'est possible, même si c'est c'est complexe à gérer par la suite. Ouais. Enfin, déjà le document à Exact. produire, etc. Oui. Et ensuite, je suis dans un groupe coté, donc je peux vous en parler, mais c'est effectivement très très lourd à gérer en termes de com par la suite, en termes voilà, d'administration et de. Mais c'est aussi une solution qui se propose de plus en plus aux différentes sociétés, je pense. Oui, c'est tout à fait le cas. Mais comme vous l'avez très bien souligné, je pense, le point, c'était de dire, c'est pas à la portée de tout le monde. Il faut avoir la structure qu'il faut, il faut avoir la compréhension de l'aspect réglementaire, il faut savoir vivre avec la fluctuation du prix. En plus, si vous êtes une petite société cotée, ça veut dire que vous serez assez peu suivi par les analystes ou par certaines catégories d'analystes. Donc, vous allez être quand même, par rapport au monde des investisseurs dans le monde coté, vous allez être quand même dans un segment très, très spécifique. Bonjour. Moi, ma question, elle est simple. C'est combien ça coûte un accompagnement d'une entreprise comme vous pour une levée de fonds? Alors, ça coûte en général un pourcentage des fonds levés. D'accord. La façon dont on structure nos honoraires, de manière très, très concrète, c'est que on essaie d'aligner nos intérêts sur les vôtres. Donc, voilà, on prend ce qu'on appelle un success fee, qui va être un pourcentage des fonds levés. Et en général, en début de process, on prend aussi ce qu'on appelle un retainer, qui est en général un montant pas trop gros, mais qui a le mérite à nos yeux d'engager tout le monde. C'est-à-dire que nous, au départ, sur un dossier de levée de fonds, on va avoir un assez gros travail à faire justement de préparation, de réflexion stratégique sur vers qui on va aller, préparation d'un document de présentation, revue de votre business plan, retravail du business plan si nécessaire, etc. Donc il y a un investissement de notre part qui est fort au départ. Donc en contrepartie de ça, en général, on demande un retainer, sachant que ce retainer est déductible du success fee. Bien évidemment, si le processus est un échec, ou en tout cas qu'il n'y a pas de levée de fonds, le retainer reste acquis. Mais l'idée, c'est évidemment de prendre des dossiers sur lesquels on va au bout et sur lesquels on va pouvoir facturer un success fee. Après, ce success fee, il va dépendre de la taille de la levée de fonds. Et c'est à discuter à chaque fois. Il n'y a pas une moyenne sur le retainer? Non. Alors, je dirais que en fonction de la configuration, de la taille de la société, notre retainer il va se situer entre 30 et 50 000 euros. En général, il va se payer en une ou deux fois. On essaye d'être le plus... Je travaille en ce moment, je ne devrais pas vous le dire, mais je travaille en ce moment sur un dossier sur lequel ils payeront le retainer que si le process crash, parce qu'ils n'ont pas de trésorerie. Donc on essaie d'être flexible, mais de ne pas lâcher sur cette notion de retainer, parce que c'est une notion d'engagement aussi. Nous, on ne travaille pas pour rien. On est deux personnes seniors, donc c'est essentiel pour nous de bien arbitrer les dossiers sur lesquels on travaille. Donc le retainer, c'est un point important. C'est un petit montant par rapport au total, mais c'est un point important pour nous. Quand vous appelez le total, c'est le minimum que vous levez dans ces cas-là, parce que 50 000 euros, c'est quand même une belle enveloppe pour une entreprise de départ. Alors, je vous ai dit entre 30 et 50, mais effectivement, ça va dépendre. Nous, on va regarder d'élever. Alors, je ne vais pas vous donner de fausses idées, mais idéalement, en dessous de
3 à 5 millions de levées, c'est un petit peu petit pour nous. Très bien, merci. Ça nous arrive de faire plus petit, mais c'est pas notre stratégie. Je suis désolée, hein, je douche un peu votre enthousiasme peut-être, mais après voilà. Alors c'est l'exception que j'allais vous. Alors il y a des exceptions à ça et en plus il y en a une dans la région, donc il faut peut-être que je mentionne, c'est que quand ça nous est arrivé d'être hyper convaincus par un business model, par une équipe, et de les accompagner d'année en année sur des montants plus petits. Donc, quand au niveau de la charge de travail, on peut le faire et qu'on est particulièrement séduit par un projet, on peut se pencher sur des cas un petit peu plus petits. On l'a fait. Maintenant, je dirais notre stratégie, elle est plutôt centrée sur ce que je vous ai dit. Bonjour. J'étais ici. Petite question. Donc, les investisseurs, donc, vous avez dit, espèrent en moyenne x3 sur 5 ans. Est-ce que vous avez des statistiques de réaliser? Est-ce qu'on a, entre ce qu'ils espèrent et ce qui se passe en réalité, ou sur votre expérience personnelle de levée de fonds, comment ça se passe en fait a posteriori? Dans la vraie vie, ce qui se passe souvent, c'est que un bon portefeuille de venture capital, c'est un portefeuille dans lequel il va y avoir 2 ou 3 pépites qui vont faire qu'au total, on va être bien au-delà. Et puis un mauvais portefeuille de venture capital, c'est un portefeuille dans lequel il y a pas ces pépites. En fait, l'investisseur en venture capital, beaucoup plus que l'investisseur sur des sociétés de taille plus mature, il va raisonner vraiment en probabilité. Et donc, tout son travail, c'est pas nécessairement de trouver 10, 15, 20 sociétés qui vont toutes exploser les compteurs et lui permettre d'avoir ce type de rentabilité. C'est que sur le total, il y en ait surtout 3, 4 qui fassent encore mieux que x3 et qui soient qui permettent d'assurer la rentabilité de l'ensemble. J'ai un exemple en tête en ce moment j'ai une personne privée que je connais qui a investi dans un fonds de venture en Grande-Bretagne. Dans le portefeuille, il y a une douzaine de sociétés aujourd'hui. Et il me montrait le portefeuille l'autre jour. Et il y a une extraordinaire pépite et 2, 3 autres sociétés qui vont faire des sorties assez magnifiques. Et ça va faire que le portefeuille va être un énorme succès. Maintenant, c'est un petit peu la difficulté en venture capital, c'est que c'est super sur ce fonds-là. Ça garantit en rien le succès du fonds d'après. Là où, si vous regardez des fonds plus matures, plus de CapDev, LBO, etc., vous devez de rendre une rentabilité beaucoup plus régulière, beaucoup plus stable. Donc, alors des statistiques, il y en a certainement, je les ai pas en tête, mais en tout cas, dans la logique du venture capitaliste, c'est comme ça que ça se passe. Moi, j'avais vu une statistique sur des fonds de défiscalisation USF et l'espérance de gain était négative à moins 2,5%. Et finalement, on se retrouvait avec le gain fiscal, mais voilà, entre l'entrée et la sortie, on était légèrement négatif. Donc, les fonds ISF, c'était quand même un schéma très particulier, hein, parce qu'ils faisaient leurs investissements sans trop poser de questions sur une durée de vie, sur une durée de déploiement des fonds extrêmement courte. Donc leur capacité à vraiment faire le tri et à choisir les bons chevaux était très faible à mon sens. Cela dit, ça pouvait constituer, encore une fois on anticipe sur la partie d'après, mais de l'argent facile et assez, je dirais, assez passif. Et il y a pas mal de sociétés qui en ont levé comme ça, en fait. En tout cas, merci pour vos questions. Vous pouvez en garder pour la fin de la présentation. On va se laisser encore un petit peu de temps. Là, on va basculer sur finalement la partie centrale, puisque ce qu'on vous disait, c'est il faut bien comprendre quel est le rythme et le momentum, donc comme ça qu'on l'a dit, de l'investisseur, et quelle est finalement la mécanique de la sortie qu'il ne faut pas manquer d'avoir en tête pour justement
construire et bâtir et exposer la structuration de son business model de manière audible et vous donner toutes les chances d'aboutir dans votre levée de fonds. Ça vous donne un luxe à un certain point qui vous permet d'appréhender la levée de fonds sous l'angle du partenariat et non pas sous l'angle subi de « oh là là, je vais être en rupture de cash dans 3 mois » ou le premier qui top, je le prends parce qu'il faut vraiment que j'avance comme ça. Et vous donnez ce luxe-là de pouvoir justement trouver des fonds qui vous correspondent. Donc on va rentrer là-dedans. Toutefois, il y a une carte, on touche tout de suite le truc, il y a une carte risque qui est très importante. Et ça, c'est un vrai... ça, c'est très culturel français, j'ai l'impression. C'est de manquer de passer de cette culture du mérite à une culture d'excellence. Je vous donne juste un seul chiffre. La plupart des fonds structurés qu'on rencontre sur des séries, des deuxièmes, troisièmes levées de fonds ensuite, en gros, pour 1000 dossiers qu'ils reçoivent, donc c'est déjà des dossiers qui ont franchi une première levée, donc qui ont déjà de la matière, c'est pas juste une idée PowerPoint. Ils investissent dans 5 en moyenne. Et donc, être bon, c'est pas suffisant. Être excellent, c'est vraisemblablement pas encore assez. Et c'est ça le point, c'est que si vous n'êtes pas dans le schéma, et de nouveau, on revient à ce truc, vous avez 2 choix entre une succession de levées de fonds et puis une revente à un industriel. Eh ben, si vous n'arrivez pas à atteindre ce nouveau palier de la levée de fonds qui vient après, eh ben, vous êtes cuit. Il ne vous reste plus que la cession à un industriel. Et c'est pour ça qu'en grande masse, on le voit. Donc, il faut avoir ça absolument en tête. Il n'y a pas de jugement de valeur dans ce que je dis. C'est statistique. Finalement, c'est ainsi que c'est organisé. Et c'est mieux que vous le sachiez. Et l'écueil qu'on rencontre, c'est de dire j'ai une idée qui est formidable. J'ai un marché qui vraisemblablement est gigantesque. Abracadabra. Et puis, ben non, pas abracadabra. Rien n'est fait. Et tout le cœur du sujet, ça va être dans l'exécution de l'équipe, du rythme, des moyens qu'on y met, de cette capacité à appréhender les différents seuils, à les franchir vite, à structurer, à créer l'adhésion des partenaires, des clients, évidemment, à être recommandé, à avancer comme ça. Et tout est à faire. Et le pire, c'est d'avoir une idée qui est noble. Alors là, on a l'impression que ça dispense de tous les efforts et que du coup, les gens devraient tomber en amour devant l'idée et puis que ça devrait se faire tout seul. Certainement pas, non. Et du coup, c'est créer l'ensemble du contexte qui, de toute façon, ne permet pas la levée de fonds. Donc, il faut vraiment l'avoir en tête. C'est donc ce qu'on appelle passer de la culture du mérite, où en gros, mon dossier est vraiment bien, donc d'une certaine façon, je mériterais qu'on investisse en moi. Ben non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Je rentre pas dans ce débat moral, mais en tout cas, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et être excellent, vraisemblablement, c'est peut-être pas encore assez. Donc, autant le savoir et être carré d'entrée, parce que c'est un vrai écueil, et à un moment, ça va sanctionner. Donc on va parler du partenariat sur lequel il faut vraiment que vous ayez la volonté de prendre la main, ou en tout cas sur lequel il est vraiment nécessaire que vous ayez les idées claires. Et on va rebondir sur ce que disait la personne tout à l'heure, c'est que on a parlé tout à l'heure de ciblage stratégique des fonds, des intervenants, vers qui aller, de leur point de vue, mais il faut aussi réfléchir justement quel type de fonds, d'investisseurs vous voulez avoir à vos côtés, parce qu'il y a pléthore d'options. Donc il y a effectivement cette question actif-passif. Est-ce que vous préférez un fonds qui, comme les fonds ISF ou autres, qui va vous faire un chèque, vous laisser tranquille parce que de toute façon il n'a pas le temps, et puis revenir régulièrement tous les ans, relever les compteurs pour voir si globalement le projet se porte pas trop mal? Ou est-ce que vous préférez des gens très actifs, quitte à ce qu'ils vous appellent régulièrement toutes les semaines, parce que vous souhaitez un accompagnement, vous souhaitez qu'on vous aide à mettre en place des curseurs, des méthodes de gestion, de contrôle de gestion, etc., ce que les fonds savent assez bien faire. Donc il y a cette question actif-passif. Il y a aussi, en fonction de votre business model, est-ce qu'un fonds franco-français, ça vous suffit, ou est-ce qu'un fonds qui a une ouverture sur l'international, qui a des équipes ailleurs dans le monde, qui peut vous apporter quelque chose parce que vous êtes en phase d'internationalisation, et donc ce fonds peut vous aider vraiment à franchir certains paliers stratégiques que vous aimeriez franchir. Et donc il faut aussi se poser la question de ce point de vue-là. Est-ce qu'il y a aussi une chose intéressante à aller chercher
à la fois chez les fonds et à la fois chez les investisseurs privés entrepreneurs, c'est le track record, le conseil, le coaching, voire l'ouverture d'un siège à un board. C'est quelque chose qu'on voit souvent se mettre en place avec beaucoup de succès. On a un exemple dans la région, effectivement, où on a amené un entrepreneur investisseur à une société. Et de par son expérience, il s'est assez vite révélé que c'était très intéressant pour la société qu'il devienne membre du board. Et puis, il est devenu un petit peu le coach de l'équipe de management. Donc ça, c'est un vrai plus qu'un investisseur pour vous apporter. Donc, si c'est quelque chose que vous envisagez, il faut aller le chercher. Et puis, il y a aussi la question que monsieur avait abordée tout à l'heure du temps. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes à l'aise avec un fonds ou un investisseur qui fait tourner ses participations rapidement, ou va être tenté de les faire tourner rapidement si vous êtes en croissance forte et puis que le fonds lui-même est approché par d'autres contreparties? Ou est-ce que, au contraire, vous voulez avoir la paix parce que votre business model fait que vous avez besoin de temps, 5, 6 ans devant vous, et que donc là, il va falloir plutôt aller chercher des gens qui peuvent vous donner ce temps-là, que ce soit d'autres types de fonds ou de holdings patrimoniaux, d'investissement qui peuvent vous donner ce temps-là. Donc, il faut vraiment réfléchir à ça. Là encore, c'est bien de s'équiper d'un conseil pour décrypter ce genre de choses et puis faire du ping-pong sur vraiment de quoi vous avez besoin. Mais le type de partenariat va être radicalement différent en fonction de ce type de choix. Et puis, il aurait été compliqué de parler de levée de fonds sans parler de valorisation. Et oui. Et une dernière chose à laquelle on voulait vous rendre attentif, c'est attention à pas uniquement focaliser sur le prix. En fait, un bon deal, c'est pas uniquement un deal que vous avez fait au prix de vos rêves, voire même, je dirais pas dans tous les cas au contraire, mais attention à optimiser tous les aspects du deal et à vous laisser une certaine marge de manœuvre. Alors c'est sûr que optimiser le prix à l'entrée, c'est aussi vous protéger de la dilution. Donc, je comprends que ce soit un sujet hypersensible quand on a créé sa boîte et puis que c'est son bébé et on veut surtout pas que quelqu'un qui met un gros chèque d'un seul coup prenne une part du capital trop importante. Mais à vouloir absolument tirer sur la corde en matière de prix, on risque d'oublier certains autres aspects du deal. Donc, et puis, on va voir l'équilibre, mais il y a un point de rupture qu'on avait évoqué, c'est-à-dire que vendre trop cher un premier tour, c'est créer des points de stress pour l'investisseur suivant qui refusera en fait de rentrer à un niveau encore supérieur au vu de ce qui aura pu être démontré. Et donc en fait, c'est prendre un risque supplémentaire que le tour d'après, justement, n'aboutisse pas, confère ce que j'ai dit, et revendre à vil prix et de manière subie à un industriel. Et donc il y a un point d'équilibre à trouver, et notamment ce qu'on avait dit, il y a un optimum de situation entre le prix et les contreparties. Exactement. Et ça c'est alors encore un cas que j'ai vu il y a pas longtemps où une personne privée fortunée que je connais est allée sauver entre guillemets une société en hypercroissance qui n'arrivait pas à lever auprès d'institutionnels. Donc ça c'est super, mais du coup il a forcément négocié son prix d'entrée à un prix qui avait été déjà celui de la levée de fonds 3 ans avant, quoi. Donc attention au prix. Alors ce qu'on voulait souligner, parce que il y a plein d'aspects dans un deal, mais on voulait souligner quelques points à co-construire avec vos investisseurs, qui vont en général se traduire dans deux types de documents. Un, le pack d'actionnaires. Deux, votre package management, c'est-à-dire le schéma de surrémunération qui va, dans un grand nombre de cas, être mis en place entre vous et votre investisseur. Pour vous motiver encore plus à réussir bien ce tour-là et à permettre une sortie optimisée par la suite. Si vous faites votre deal sur la base d'un business plan haut, l'investisseur va vous mettre d'autant plus la pression pour délivrer ce business plan. Donc vous allez vous mettre vous-même en tension. Première chose. Et deuxième chose, le schéma d'incentive, il va être basé aussi sur la délivrance de ce business plan. Donc, vous pouvez vous retrouver dans la situation où finalement, votre incentive, il va jamais se déclencher parce que vous avez vendu sur un business plan tellement haut
que vous n'allez pas forcément délivrer, que tout le temps que vous aurez passé à négocier un schéma de surrémunération sera perdu parce que vous aurez des seuils de déclenchement qui seront peut-être inatteignables. Donc, c'est un des points, je pense, sur lesquels il faut bien réfléchir quand on essaie de tirer le prix le plus haut possible, c'est de se dire quelles sont les conséquences. Alors que si finalement vous vous dites, bon, pour ce premier tour, on peut être raisonnable, peut-être accepter quelque chose d'un peu moins cher, mais en contrepartie, on sait qu'on va se ménager des zones de respiration et on sait on travaille ensemble avec l'investisseur sur un BP qui est un petit peu plus atteignable, un petit peu plus facile. Ça peut rendre votre vie aussi plus facile en cours de route. Finalement, vous apportez un bénéfice monétaire à vous qui sera peut-être meilleur à la fin. Donc il faut pas toujours trop s'arc-bouter sur cette question du prix à l'entrée. Une autre des conséquences qui peut se produire, c'est que dans le pack d'actionnaires, bon, si l'investisseur est un peu nerveux parce que vous l'avez serré sur le prix, bon, bah, vos libertés vont être plus limitées, vos libertés d'investir, vos libertés de mettre en place des financements sur la société, la main que vous pourrez avoir, la marge de manœuvre que vous pourrez avoir sur l'organisation des sorties, tout ça sera beaucoup plus contraint, sera beaucoup plus restreint. Il y a des contreparties. La valeur, l'optimisation de la valeur a toujours des contreparties qui se retrouvent dans le deal. Donc là aussi, ce sur quoi on veut vous alerter, c'est qu'il faut regarder le deal dans sa globalité et dans sa durée, et bien le traduire et jouer assez stratégique le partenariat que vous mettez en place au travers du pacte d'actionnaires et du management package. On ne peut pas gagner sur tous les tableaux, il y a un équilibre à trouver. Donc il faut vraiment aller le chercher, cet équilibre. En préparant cette intervention, ce qu'on s'était dit aussi, c'est qu'il y avait un enjeu clé à obtenir pour le dirigeant un certain nombre d'avantages ou de compensations, etc. Et le reste de l'équipe. Oui, et alors ça, c'est aussi un point qui est souvent assez sensible dans les entreprises innovantes, c'est qu'il faut que vous ayez une philosophie sur qui est vraiment dans la barque avec vous. Il y a l'investisseur, mais qui dans votre équipe investit à vos côtés, fait partie de ce fameux management package, qui sont les personnes clés que vous voulez aussi intéresser. Ça reflète un certain style de management aussi vis-à-vis des investisseurs. Les investisseurs vont se dire, bon, soit cette personne, il veut tout pour lui et tout de suite, il veut pas partager, donc ça dit quelque chose sur la façon dont la société est gérée, ou au contraire, il met en avant d'autres gens, il a vraiment une équipe solide autour de lui, et ces gens-là, on va aussi les faire bénéficier du deal. Ça donne en général plus confiance. Donc attention aussi à ce que vous dites sur ce point. Pas toujours trop jouer le one-man ou one-woman show. Bien penser aux gens qui sont clés aussi dans la structure et les intégrer dans le deal. Finalement, ça renvoie à un point qu'on avait abordé au 4e CERT Meetup pour ceux qui étaient là sur les ressources humaines, justement, où il existe des dispositifs en France, le BSPCE entre autres pour le nommer, dont la vocation c'est de permettre à des salariés présents ou futurs d'intégrer le capital et d'avoir en contrepartie des pourcentages de l'entreprise à pouvoir offrir en rémunération à des profils de haut niveau qui vraisemblablement ont déjà un beau salaire, une carrière, etc. pour réussir à les motiver, à les déporter en fait sur votre projet de start-up qui est risqué par définition et pouvoir leur donner une incitation à la réussite de l'entreprise. Et finalement, on réaligne les intérêts et le moment de négocier cette capacité de BSPCE, en tout cas d'avoir quelque chose à offrir en capital, la levée de fonds est un moment clé pour appréhender cette discussion-là. On arrive au terme de notre présentation. Avant de revenir sur les questions, d'ores et déjà, vraiment, on voulait vous remercier pour votre attention, parce qu'on sait que c'est un sujet qui est un peu solide, ouais. Et tout ça. Tu voulais peut-être nous livrer 2-3 points de conclusion, ça peut ? Oui, s'il y avait quelques points à retenir, je dirais, pour réussir votre levée de fonds, timez votre levée, donnez-vous un budget temps, travaillez vos KPIs en conséquence, ciblez les investisseurs à qui vous voulez parler, inscrivez bien votre projet dans le temps, ne voyez pas que la levée à l'instant T.
pensez aux étapes suivantes et prenez ça comme le début d'une grande phase d'apprentissage et finalement une façon de compléter vos compétences d'entrepreneur, ce que vous ne finirez jamais de faire au fil des différents rounds et des transactions qui vont venir. Et puis s'il y en a ici qui sont en cours de levée, je vous souhaite beaucoup de réussite et bon courage. Est-ce que vous avez quelques questions? On peut se donner un quart d'heure pour encore échanger si vous avez des choses qui vous viennent, profitez. Oui, je sais. J'avais une question pour votre activité. En fait, est-ce que votre cercle en fait d'investisseurs que vous allez chercher, il est limité à l'Europe, limité à la France? Vous allez chercher aux États-Unis, en Asie? Est-ce que vous allez aussi chercher des industriels, ou est-ce que vous êtes limité aux fonds d'investissement classiques? Alors, sur les sujets sur lesquels on travaille, on va aller chercher des investisseurs plutôt en Europe. Alors, quand les sujets sont français, c'est sûr qu'on va travailler sur des fonds qui sont situés ici. Cela dit, il y a beaucoup de fonds internationaux qui font des deals de petite taille et qui ont des équipes aussi à Paris. Il y a un certain nombre d'équipes aussi situées à Londres, qui est quand même une plateforme très importante et avec qui on entretient des liens étroits quand on a besoin de ce type de fonds, parce que souvent ils sont plus spécialisés sectoriellement. Et puis une de nos spécialités, je dirais, c'est qu'on a un très bon réseau de holding familial, patrimonial. C'est toujours un angle sur lequel on a beaucoup travaillé. En plus, ces dernières années, quand je faisais de la banque privée, je me suis occupée de grandes fortunes en Suisse. Donc, et je continue à avoir des liens assez proches avec des gens qui font du private equity à titre personnel. Donc, en fonction de la configuration des dossiers, on est capable d'approcher et d'arriver à mettre autour de la table différents types de gens. Je n'irai pas vous dire qu'à deux, on connaît le monde entier et qu'on va vous apporter un investisseur asiatique. Ça serait très présomptueux. On essaye de faire les choses bien et tailor-made, mais on a quand même un volant de contact assez large, je pense. Et on essaye surtout de prêter une attention importante à trouver le bon fit. Le bon fit fonds et le bon fit personne. On essaie de connaître aussi à l'intérieur des équipes, si possible, les bonnes personnes, parce que l'expérience montre aussi que c'est très important et que ça compte énormément d'établir entre l'entrepreneur et la personne qui représente le fonds une vraie relation de travail, de confiance, voire d'amitié dans le temps, etc. Donc on fait très attention à ça. On n'essaye pas juste de faire fitter le profil du fonds et le profil de la société sur laquelle on travaille. Industriel, oui, dans certains cas, c'est pas la majorité de ce qu'on fait. Quand un business angel s'investit, donc il peut prendre seul la décision d'investir, donc ça peut se faire assez rapidement. Quand on a affaire à des fonds plus institutionnels, qui décide réellement de faire le chèque? Alors ça, c'est assez variable selon l'organisation des fonds. Il y a en général un comité d'investissement. Alors quand les équipes sont petites et puis qu'il y a un ou deux principals, ou une ou deux têtes entre guillemets, c'est assez facile. Hein, ils se réunissent les deux et ils décident. Après, il y a des fonds qui ont besoin de remonter à leur maison mère. Il y a notamment certains fonds anglo-saxons qui sont installés à Paris, qui font quand même des deals d'assez petite taille, mais qui, même sur un deal d'assez petite taille en France, vont devoir aller consulter un comité d'investissement à Londres, voire un comité des fois international. Donc, c'est à prendre en compte aussi dans les processus, hein, parce qu'il y a des fonds qui vont être un peu plus lents que d'autres à réagir. Et ça va être aussi vrai dans le cas de la vie de l'investissement. Damien nous a dit qu'il savait aussi faire ce métier d'investisseur. Comment ça se passe de son côté à ce niveau-là? Sur la partie vraiment la conclusion du deal,
En fait, il y a effectivement, il y a quand même, enfin, c'est compliqué de répondre sans appréhender l'amont. C'est-à-dire qu'il y a un travail de préparation et de rencontre sur le terrain qui permet déjà d'avoir ces discussions qu'on a eues là aujourd'hui, et puis de faire qu'au moment où la demande, si on a pu se laisser le temps, aboutisse vraiment et ça devienne une demande officielle, que pratiquement 80% du chemin ait été fait. Ce qui fait que du coup derrière on connaît l'entreprise, on connaît les enjeux, on connaît les entrepreneurs, on a senti un certain nombre de choses, et le travail de retraduire cette sensation et cette connaissance et de l'exposer finalement à un comité d'investissement ici ou là, le travail de mise en forme il est relativement court, Ce qui fait que c'est vraiment cette préparation en amont qui va faire toutes les différences, parce que on disait mais combien de temps ça prend le lever, où c'est que vous en êtes de vos réflexions? Est-ce que vous êtes en phase avec tous les actionnaires? Ce que vous dites à voix haute, est-ce que vous êtes prêt à l'écrire dans un pacte d'actionnaires? Et enfin, à quel point vous êtes à l'aise avec tout ça, etc. Et donc, au moment où ce travail en amont est fait, même s'il reste à le formaliser, la partie finalement obtention d'un accord par un comité, ça se fait relativement rapidement. Et entre l'accord et la délivrance des fonds purs et durs, il y a un temps, il y a un temps légal de convocation d'AG, de réunion. Enfin voilà, souvent on procède par des actions de préférence, qui fait qu'il y a des rapports à faire émettre, etc. Donc on perd un petit peu la main, mais c'est relativement rapide, Un dossier bien préparé entre la réception du dossier et la délivrance des fonds, il peut se passer 2 mois. À ce moment-là, mais c'est vraiment l'expression d'un travail de fond clairement exprimé, quoi. D'autres questions? N'hésitez pas. J'en ai une dernière. On parlait d'un investisseur par deal, mais quelquefois, il y a plusieurs investisseurs par deal. Hein. Comment ça se passe là? Alors, en général, il y a souvent, effectivement, c'est un très bon point, il y a souvent ce qu'on appelle un lead investor, un investisseur leader qui prend la main sur la structuration du deal et qui va inviter des investisseurs plus petits à ses côtés. C'est une façon aussi, notamment dans le venture capital, de syndiquer le risque. Mon expérience, c'est qu'il y a quand même surtout un fonds leader avec lequel vous allez discuter et avec lequel vous allez mettre en place le deal, et les fonds suiveurs, comme on les appelle, qui vont venir en complément et qui, en général, vont assez peu remettre en question l'équilibre du deal principal qui aura été mis en place avec le fonds leader. Ça peut être une source de complications dans la vie courante, parce que ça veut dire qu'au board, il y aura plusieurs têtes avec plusieurs expressions d'opinion, éventuellement contradictoires, plusieurs expressions d'intérêt, éventuellement contradictoires. Donc il faut faire attention à la composition d'un tour de table comme ça, pour s'assurer qu'il y ait quand même une cohésion pendant l'exécution du deal et pendant la durée du deal, pour que ça ne devienne pas trop compliqué à gérer. Notre conseil en général, et ça peut être aussi un fonds avec à côté des entrepreneurs, investisseurs, etc., c'est de ne pas trop multiplier quand même les interlocuteurs, parce qu'encore une fois, c'est du temps de l'entrepreneur à interagir avec tous ces gens et à leur donner tous les mêmes nouvelles sur le business. Et c'est du temps pas forcément passé à gérer la société. Donc ça peut permettre de finir de constituer les tours de table. Il faut essayer de le faire de manière équilibrée. Très bien. Plus de questions? Bon, pour un mot de conclusion, donc, je vais appeler Éric Martin, directeur général adjoint du Crédit Agricole Franche-Comté. Vous pouvez encore applaudir nos intervenants. Oui, bonjour à tous. Mais effectivement, je pense qu'on peut vraiment remercier Sophie et Damien qui nous ont fait une belle dernière séance de Start Meetup aujourd'hui. C'est vrai que
ce sujet de la levée de fonds, c'est toujours un peu, il y a tout un mythe autour de ça, et je crois que vous avez réussi à nous faire partager le fait que il y a des hommes derrière, il y a des investisseurs qui ont un raisonnement, qui ont une approche professionnelle, et simplement il faut aussi comprendre quelle est leur logique pour pouvoir rentrer dans cette relation et dans la construction de ce partenariat. Donc merci, vous nous l'avez fait bien toucher du doigt. Je pense que ça a intéressé tout le monde. Et puis ça termine bien notre cycle de conférences qui a, je dirais, abordé tout un tas d'aspects dans les problématiques et la vie des startups. Donc merci à vous, merci aux participants d'aujourd'hui. Je voudrais vous remercier à double titre. Merci pour votre fidélité parce que vous avez accompagné tous ces cycles et vous avez été nombreux à venir à chaque fois. Et puis également merci pour votre participation parce qu'on voit bien que par les questions que vous suscitez, vous avez tous un angle de vision qui n'est pas forcément le même. Vous n'êtes pas les problématiques, vous les avez pas forcément au même stade. Vous n'avez pas le même angle de vision et vous apportez par les questions que vous suscitez et les réponses que vous suscitez, vous enrichissez ces conférences et la participation. Merci également à nos partenaires. Ils sont aussi fidèles avec nous. J'ai vu aujourd'hui, on a Delfingen, on a Fidal, on a la région qui est là aujourd'hui. Il y en a peut-être d'autres, je m'excuse si je ne les cite pas, mais ils sont tous là, ils sont présents avec nous et c'est grâce à eux que toutes ces animations et tout ça peut être réalisé. Alors, je disais que c'était la dernière séquence 2000, on va dire sur le 2017-2018. On fonctionne comme les années scolaires, mais on est encore des jeunes. Et c'est la dernière séance, mais il en reste quand même une particulière qui va avoir lieu le mois prochain. Donc, c'est le 18 juin et c'est l'anniversaire du village. Alors, l'anniversaire, effectivement, il aura un tout petit peu plus d'1 an, mais c'est quand même, on est en droit de fêter cet anniversaire. Donc, c'est le 18 juin. 18 juin, c'est une date célèbre, c'est une date importante. Et donc, c'est à 13h30, ça sera l'anniversaire du village et on revivra la saga parce qu'il faut se rappeler qu'il y a 1 an, il y a 15 mois, je vais dire, le village, il existait à peine sur le papier, mais c'est tout. Et aujourd'hui, au bout de 15 mois, il y a eu un très beau parcours de fait avec vous tous. Et donc, je crois que ça sera une belle manifestation à laquelle vous êtes conviés. Vous avez dû recevoir des invitations et qui permettra à la fois de retracer cette saga, mais aussi de préparer la saison de l'an prochain. Et je crois qu'on a un certain nombre de surprises et de points d'attention que Thomas peut peut-être nous teaser un petit peu. Ouais, voilà, donc c'est vraiment un moment important puisqu'on va refaire une rétrospective un peu de tout ce qui a été réalisé. Comme tu le disais, Eric, aussi, c'est un temps d'échange qui va être assez fort puisqu'on a maintenant l'enjeu de nous préparer la saison 2. On va y travailler tout l'été, on a déjà des pistes de réflexion. On voudrait les confronter avec vous parce que l'idée toujours du Start Meetup, c'est de vous donner en fait du concret, des choses qui vous soient utiles à vous dans votre quotidien pour faire développer des startups. Damien, tu rappelais au début, on voulait appeler vraiment ce programme pas de temps à perdre. Donc on est vraiment dans cette logique-là. Donc il y aura des startups en intervenant qui sont hébergés aujourd'hui au village. Il y aura des partenaires. Pour les partenaires qui ne seront pas là, on les filmera, ils pourront témoigner, faire partager aussi leur regard sur tout ce qui a été fait pendant 1 an. Il y a des intervenants qui seront présents et donc vous reverrez notamment Alexandre Archambault qui a animé un kit technique au village, Julien Coulon dont pour ceux qui ont participé vous vous souvenez en fait aussi de cette intervention brillante qu'il a pu faire. Voilà, l'idée c'est qu'on puisse vraiment échanger, partager tout ce qu'on a fait et comme tu le disais Eric, engager la saison 2. Merci à tous d'être venus. Voilà, merci à tous. Et puis merci aux équipes qui ont participé et qui ont élaboré cette séquence et qui travaillent d'arrache-pied pour préparer justement cette belle manifestation d'anniversaire du mois prochain. Merci et bonne journée à tous.